Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais revenir sur l'historique de la fête de Hanouka. Vous savez que c'est une mitzvah de connaître et de réétudier les événements de la révolte des Hashmonaïm. C'est une mitzvah d'en parler au moment où les nérotes sont allumés. Donc si on se demande que faire quand on est en train de regarder les nérotes allumés, eh bien une des mitzvot justement, une des règles, c'est de rappeler les raisons pour lesquelles on célèbre Hanouka, et ça passe notamment par le récit de l'histoire de Hanouka. Alors, un des textes anciens qui relate la révolte des Hashmonaïm, c'est celui de la Megillat Antiochus, le rouleau d'Antiochus, ou bien ce qu'on appelle aussi la Megillat Hashmonaïm, le rouleau des Hashmonaïm. Donc, il y a un texte post-Tanakh qui rappelle tous les événements qui ont amené à la révolte des Hashmonaïm et leur victoire contre les Grecs. Le Rav Mordechai Eliaou, lui, conseillait de lire plutôt Flavius Joseph, qu'il jugeait plus fiable historiquement, effectivement. Et ce qu'on peut conseiller aussi, c'est l'ouvrage de Madame Marianne Picard, Zichrona Livachra, qui était prof d'histoire, qui était aussi directrice de l'école Lucien de Hirsch, et qui a écrit un ouvrage Juif et judaïsme, dont l'un des volumes parle de cette période-là et qui est remarquablement accessible et clair. Alors, dans les datations classiques, on situe la victoire des Hashmonaïm en 3622 de la création, soit moins 139 de l'ère chrétienne. Madame Picard, elle situe la victoire des Hashmonaïm à l'année moins 165. Donc, on voit que la date est incertaine, mais ce qu'on sait en tout cas, c'est que la révolte a eu lieu dans le courant de la période du Baït Sheni, du deuxième Beth Amikdash, alors que la Judée était sous domination des Grecs séleucides. Bien entendu, la révolte des Hashmonaïm a permis d'écarter cette domination. Voilà ce qu'en disent les Chachamim, les sages, dans une braïta, un enseignement des Tanaïm, qui est rapporté dans Masechet Shabbat. Le 25 Kislev, les 8 jours de Hanouka commencent, pendant lesquels il est interdit de jeûner et de prononcer des hespédim, donc des oraisons funèbres. Pourquoi ? Car les Grecs séleucides étaient entrés, donc les Grecs, les séleucides en particulier, étaient entrés dans le Beth Amikdash et ils avaient rendu impures toutes les huiles. Et quand les Hashmonaïm ont pris le dessus, vous voyez que les Chachamim ne parlent que de façon très allusive de la révolte et de la victoire militaire des Hashmonaïm, eh bien, les Hashmonaïm ont vérifié dans le Beth Amikdash, ils ont fouillé donc, et ils n'y ont trouvé qu'une fiole fermée, scellée, avec le sceau du Kohen Gadol, avec le sceau du grand prêtre, donc dont on savait qu'elle était pure, donc, et qui ne contenait d'huile que pour allumer la menorah que pour un jour. Un ess se produisit, un miracle se produisit, et ils allumèrent les nérotes, les nérotes de la menorah pendant 8 jours. L'année suivante, ils fixèrent ces jours-là, c'est comme des jours de fête, ils en firent des jours de fête dans les chants et les louanges. Alors on peut remarquer que la description est très brève et elle donne peu d'indications sur le contexte qui a mené les Hashmonaïm à la révolte, qui a mené à la révolte, donc on ne donne que peu de détails sur la durée et la façon dont leurs combats se sont déroulés. Alors le Rambam, dans les Halachot, dans le Mishneh Torah, donne plus de détails. Alors certainement qu'il avait eu accès à Flavius Joseph ou à la Megillah des Hashmonaïm. Eh bien, il explique que les Grecs avaient imposé de très lourds décrets sur le Ham Israël. Il les empêchait de pratiquer la Torah, et les mitzvot. Ils se livraient volontiers au pillage, au viol. Et bien sûr, ces excès ont amené les Hashmonaïm à se révolter et ont amené aussi de très nombreux Juifs à suivre la révolte de cette famille de Kohanim qu'on appelait les Hashmonaïm. Alors les Grecs, quand ils étaient en train quand ils ont pris le Beth Amikdash, ils y ont pratiqué des brèches en rendant impur tout ce qui s'y trouvait. Alors quand le Rambam parle de brèches, c'est possible qu'il fasse référence à la palissade en bois qui séparait le Harabaït en plusieurs parties, donc le mont du Temple. Vous savez que pour rentrer au Beth Amikdash, il fallait franchir plusieurs portes, plusieurs limites, qui marquaient donc des
des états de pureté qu'il fallait posséder pour pouvoir aller plus loin. Donc pour pouvoir entrer dans le Har HaBait, dans le mont du temple, on pouvait pas être Metzora, on pouvait pas être lépreux. Un lépreux ne pouvait pas entrer dans le Har HaBait. Et quelqu'un qui était impur d'une Toumatmet, ou bien qui souffrait de la maladie qu'on appelle la Ziva, eh bien il ne pouvait pas rentrer un peu plus loin, il ne pouvait pas franchir la palissade en bois qu'on appelle le Chel. C'est pour ça qu'on peut pas rentrer dans la totalité du Har HaBait, dans la totalité du mont du temple, puisque il y a cet endroit où se trouve le Chel, où l'accès était interdit aux Tmemet, à ceux qui sont impurs de la Toumatmet, de l'impureté du mort. Et certainement que les Grecs, qui étaient peut-être agacés de ces limites de circulation, eh bien, ont voulu pratiquer des brèches dans cette palissade en bois, et on fait ce qu'on appelle des pratsot, on fait des percées dans cette palissade. Ils voulaient montrer que maintenant tout le monde peut entrer au Beth Amikdash sans respecter aucune règle, et surtout pas celle de ces prêtres juifs de pureté et d'impureté. Donc la révolte des Hashmonaïm a permis de renverser la situation, et la Malchoute est revenue à Israël. Donc là, ça veut dire que la Judée est redevenue indépendante pendant plus de 200 ans, jusqu'à la destruction du deuxième Beth Amikdash par Titus. Donc c'est intéressant que le Rambam parle de Chazra Malchoute l'Israël, Yoter Mimataim Shana, que la Malchoute est revenue, la royauté est revenue à Israël plus de 200 ans. Ça veut dire que d'après Rambam, même quand la Judée était gouvernée par des monarques peu exemplaires, hein, comme Hérode, je pense notamment à Hérode, qui était très pro-romain et qui était vassal de l'Empire romain, eh bien ça reste un bénéfice, un héritage des victoires des Hashmonaïm, qui méritent aussi d'être fêtées à Hanouka. Donc c'est assez intéressant. Et donc le Rambam explique que les 8 jours où l'huile de cette seule fiole que les Hashmonaïm ont trouvé, les 8 jours où cette huile a brûlé, eh bien, ont permis de préparer à nouveau de l'huile pure. Alors c'est pas que ça prend 8 jours de presser des olives, mais le processus de purification prend 7 jours. Quand on est tmémet, quand on est impur de l'impureté du mort, eh bien, comme par exemple, hein, j'imagine que les soldats des Hashmonaïm étaient impurs parce qu'ils avaient bataillé, et donc ils avaient dû certainement tuer des ennemis. Eh bien, on doit se faire asperger d'eau mélangée, de l'eau, d'eau vive mélangée aux cendres de la vache rousse 2 fois pendant 7 jours. Donc c'est un processus qui dure 7 jours, pendant lesquels on doit se faire asperger 2 fois. Et le 7e jour, on doit donc se tremper dans un mikvé, et c'est seulement le lendemain qu'on peut concasser des olives et préparer de l'huile en état de pureté. Donc ça veut dire que c'est pas que ça prend 8 jours de préparer de l'huile, ça prend 1 jour, mais il y a 7 jours avant, on doit se purifier. Et donc c'est pour cette raison que il nous fallait 8 jours, que le fait que ça a pu brûler 8 jours, eh bien c'était un S, et qui a permis donc de relancer le service du Beth Amikdash selon les règles établies. Alors, une autre précision historique, avant la révolte des Hashmonaïm, la Judée avait été rebâtie alors qu'elle n'était qu'une province de l'Empire perse. Et c'est la bienveillance de certains rois perses, notamment Cyrus, Koresh, roi de Perse, et Dariavesh II, qui, selon la tradition, était le fils de la reine Esther. Eh bien, c'est grâce à ce genre de monarque que la Judée a pu être rebâtie, et que le processus de la Shivat Sion a pu avoir lieu. Alors, ça avait commencé, le retour à Sion des Juifs exilés en Babylonie, à Babel, avait commencé sous Koresh à Parsi, Cyrus, roi de Perse, et avait pu se terminer, si on peut dire, avait pu prendre un nouvel élan, un élan décisif, sous Dariavesh II, avec Ezra et Nehemia, qui ont réorganisé la vie juive en Judée et qui ont véritablement reconstruit Yerushalayim. Alors quand Alexandre le Grand, Alexandre de Macédoine a vaincu les Perses, la Judée est passée de la domination perse à la domination grecque. Et dans un premier temps, elle était administrée par les Grecs du Sud, les Grecs d'Égypte, les Ptolémées, dans une relative bienveillance. Et je dis relative parce que c'est quand même Ptolémée,
le fameux Ptolémée, qui a fait traduire le Tanakh en grec contre la volonté du grand Sanhédrin. Il a forcé le grand Sanhédrin, il les a menacés, et il les a forcés à traduire la Torah en grec pour enrichir sa fameuse bibliothèque d'Alexandrie. Donc c'était une relative bienveillance. Mais par contre, quand la Judée est passée sous administration des Grecs du Nord, des Grecs de Syrie, des Grecs séleucides, là, le pouvoir est devenu de plus en plus répressif et ça a atteint des sommets sous le règne d'Antiochus IV. Antiochus IV dit Épiphane le Magnifique, mais qu'on surnommait, du fait de sa mégalomanie, Antiochus Épimane, Antiochus le Fou. Et bien sûr, c'est à ce moment-là que se sont déclenchées les révoltes des Hashmonaïm. Alors les révoltes des Hashmonaïm ont duré 3 ans avant que Yerushalayim et le Beth Amikdash ne puissent être repris. Et Yehuda Maccabi et ses frères ont bataillé encore 25 ans avant que la Judée ne redevienne totalement indépendante. Donc les événements célébrés à Hanouka, eh bien les guerres, les victoires des Hashmonaïm ont duré très longtemps, et donc pour pouvoir fixer la fête, il fallait choisir une date qui soit particulièrement significative. Bien entendu, la reprise de Yerushalayim, la reprise du Beth Amikdash, c'est un moment très significatif, et c'est ce jour-là donc que les Chachamim ont choisi pour fixer les festivités, pour célébrer les victoires des Hashmonaïm. Alors, par ailleurs, Hanouka, ça signifie aussi inauguration. La Hanor, ça veut dire introniser, éduquer. Donc, c'est le moment justement où les Hashmonaïm ont pu à nouveau inaugurer le Beth Amikdash et renouveler son service, renouveler la Avoda. Dans la Halacha, on rapporte aussi un jeu de mots, Chanou Bekafé. Hanouka, ça veut dire aussi Chanou Bekafé. Ils se sont reposés le Kafé le 25, la valeur numérique de Kafé c'est 25, car c'est le 25 qui se lève que les Juifs ont pu marquer une pause dans les combats pour purifier le Beth Amikdash. Et la tradition d'ailleurs veut qu'il y avait une autre inauguration qui était en attente depuis très longtemps, celle du Mishkan. Le Mishkan, ce n'est pas le Beth Amikdash, le Mishkan, c'est le temple portatif qui avait été construit par Moshe Rabbeinu dans le désert, la 2e année après la sortie d'Égypte, et qui avait accompagné le peuple d'Israël dans toute leur traversée du désert vers Eretz Israël, qui les avait accompagnés jusqu'à la conquête de Yehoshua bin Nun, plus de 40 ans plus tard. Donc ce Mishkan avait été achevé en réalité le 25 Kislev. Moshe Rabbeinu avait entamé les travaux quelque temps après Yom Kippour, et les travaux donc ont commencé dans les alentours de Sukkot et se sont terminés le 25 Kislev, même si le Beth Amikdash, même si ce Mishkan, ce petit Beth Amikdash, n'a été monté que le 1er Nissan, le 25 Kislev, c'était une date qui était donc en attente. Donc ça veut dire que en délivrant le Beth Amikdash et en inaugurant à nouveau le Beth Amikdash, les Hashmonaïm n'avaient fait que révéler une inauguration qui était en germe, qui était en germe depuis l'époque de Moshe Rabbeinu, puisque par tradition, le 25 Kislev, c'était déjà une inauguration qui attendait d'être célébrée. Alors, comme on le précise dans la Braïta de Shabbat, qu'on a rapporté, il y a une interdiction de jeûner pendant les 8 jours de Hanouka, et il y a aussi une interdiction de prononcer des oraisons funèbres, parce que, évidemment, ce genre de discours éveille la tristesse et éveille les larmes chez ceux qui l'entendent. Donc évidemment, ce n'est pas approprié pour des jours qui sont festifs, des jours qui doivent être célébrés. Par contre, il y a une mitzvah de Hallel, de louange et de Hoda, de remerciement, et ça semble être la mitzvah principale de la fête de Hanouka. Alors, est-ce qu'on a le droit de jeûner la veille de Hanouka? Pendant Hanouka, on n'a pas le droit, mais est-ce que la veille de Hanouka, on a le droit? Alors, la question, elle a un intérêt parce que normalement, en tout cas dans les communautés ashkénazes, c'est très répandu, on jeûne la veille de Rosh Chodesh et on y dit des slichot qu'on appelle Yom Kippour Katan. C'est un Yom Kippour Katan, la veille de Rosh Chodesh, et donc on jeûne, on dit des slichot. Donc, étant donné que la veille de Rosh Chodesh Tevet tombe toujours pendant Hanouka, eh bien on ne pourra pas dire le Yom Kippour Katan, on ne pourra pas jeûner et dire les slichot qu'on a l'habitude de dire la veille de Rosh Chodesh.
Donc, est-ce qu'on a le droit de les dire la veille de Hanouka? Eh bien, d'après Rav Yosef Karo, on a parfaitement le droit de jeûner la veille de Hanouka. C'est ce que tranche Rav Yosef Karo. Donc, on pourra avancer le Yom Kippur Katan à la veille de Hanouka. Mais le Pri Hadash, le Rav Yoel Sirkes, qui était le Rav Bedin de Brest-Litovsk il y a environ 400 ans, et le Pri Hadash, le Rav Eliaou da Silva, qui lui était Rishon LeZion, à peu près un peu plus tard, je pense, ils pensent ces décisionnaires pensent qu'on ne peut pas le faire. On ne peut pas jeûner la veille de Hanouka. Pour eux, on est obligé d'avancer le jeûne à l'avant-veille. Donc, ce que dit le Mishnah Brura, c'est que, à moins d'avoir une habitude, une coutume établie de jeûner la veille de Hanouka, quelqu'un qui vient d'une communauté, on a toujours fait Yom Kippur Katan la veille de Hanouka, eh bien, il peut conserver ce minhag, mais si on n'a pas de coutume établie, eh bien, il vaudra mieux, si on a envie de jeûner pour un Yortzeit, etc., dont la date tombe pendant Hanouka, il vaudra mieux avancer le jeûne, non pas à la veille de Hanouka, mais à l'avant-veille de Hanouka. Alors, maintenant, donc il y a une interdiction de jeûner, mais est-ce qu'il y a une mitzvah de manger? Est-ce qu'il y a une mitzvah de préparer des repas améliorés pour la fête de Hanouka? Est-ce qu'il y a une mitzvah de Seouda pour Hanouka? Le Shulchan Aruch tranche qu'il n'y a pas de mitzvah de mishté pour la fête de Hanouka comme pour Purim. Il tranche comme une teshuva du Maharam de Rothenburg, un auteur médiéval, qui estime que Hanouka n'est pas comme Purim, même si à Purim il y a une mitzvah de mishté vesimra, et de prendre un repas amélioré pour célébrer Purim, eh bien pour Hanouka, il n'y a pas de mitzvah de mishté. On n'a pas d'obligation de prendre des repas améliorés pour la fête de Hanouka. Alors, on peut se poser la question de cette différence, en quoi Hanouka serait différent de Purim. Les deux sont des mitzvot des Rabbanan, les deux sont des fêtes instituées par les sages, par les Chachamim. Alors pourquoi pour Purim, il y a une mitzvah de prendre un bon repas et pas pour Hanouka? Eh bien, ce que les Acharonim, ce que les auteurs plus récents expliquent, c'est que à Purim, sous le règne d'Achashverosh, la menace des décrets de Haman était une menace physique. C'était un décret d'extermination, il n'y avait aucun moyen d'y échapper, même si on voulait se convertir, eh bien le décret d'Haman était de vigueur, et donc le miracle de la réussite des efforts de Esther et de Mordechai pour contrer ces décrets et le sauvetage du peuple d'Israël, c'est un sauvetage physique, et donc on le célèbre avec une manifestation physique en prenant un bon repas. En revanche, pour la fête de Hanouka, Antiochos ne menaçait pas les Juifs physiquement juste parce que il voulait les faire disparaître. Si les Juifs voulaient bien s'helléniser, si les Juifs voulaient bien abandonner leurs pratiques et devenir grecs et prendre les us et coutumes de la civilisation grecque, il les aurait épargnés. Donc la menace d'Antiochos, c'est une menace spirituelle. Donc ce n'est pas avec une manifestation physique qu'on va célébrer le fait de s'être débarrassé du pouvoir d'Antiochos, mais c'est par une manifestation spirituelle, par des louanges, par des chants, par des remerciements, et non par un repas. Et c'est pour cela que, d'après le Maharam de Rothenburg, donc, et c'est comme ça que tranche le Shulchan Aruch, il n'y a pas de Seutat Mitzvah pour Hanouka. Alors le Rama rapporte qu'il y a d'autres avis qui ne sont pas d'accord avec le Maharam de Rothenburg et qui pensent qu'il y a une mitzvah de Seuda, et il y a une obligation de prendre des bons repas pour la fête de Hanouka. C'est notamment l'avis du Rav Mordechai ben Hillel Ashkenazi, qui était un élève du Maharam de Rothenburg. Lui n'est pas d'accord avec son maître, il pense qu'il y a une mitzvah de prendre des bons repas à Hanouka. Et c'est ce que laisse entendre aussi le Rambam, qui parle de Yemé Simra, des jours de joie, et quand on ne donne pas de précision, ça laisse entendre qu'il faut prendre un bon repas, comme pour les Yamim Tovim, pour les fêtes, et pour les Moadim. Alors, on peut appuyer l'avis du Rambam et du Rav Mordechai ben Hillel avec le texte de la Megillat Hashmonaïm, le rouleau des Hashmonaïm, le rouleau d'Antiochos, où là-bas on parle d'institutions de Yemé Mishte Vesimcha, de jours, de festins et de joie. Donc ça laisse entendre qu'il y a une mitzvah de prendre des bons repas pour la fête de Hanouka. Alors même si la Megillat Hashmonaïm
n'est pas un texte contraignant pour la halakha, c'est néanmoins une preuve que la coutume de célébrer Hanouka avec des bons repas est très ancienne. Et ce qu'on fait, vu que c'est un débat quand même, c'est pas quelque chose qui est admis par tous, que ce soit une Seudat Mitzvah, ce qu'on fait, c'est que pendant les repas de Hanouka, on s'efforce de chanter des louanges, de dire des divrei Torah, et le Rama affirme qu'à ce moment-là, d'après tout le monde, la Seuda devient une Seudat Mitzvah, le repas devient un repas de Mitzvah, puisque l'objet, la Mitzvah essentielle de la fête de Hanouka étant de réciter des louanges, de remercier Akadosh Baruch Hu, vu que le repas, c'est l'occasion de dire des louanges, de remercier Akadosh Baruch Hu, de dire des divrei Torah, eh bien on peut dire que le repas devient véritablement vecteur de la mitzvah principale de Hanouka, et donc ça devient une Seudat Mitzvah. Alors bien entendu, il y a aussi l'autre mitzvah marquante de la fête de Hanouka qui est l'allumage des Nerot. On en parlera Bezrat Hashem dans d'autres vidéos. Si vous avez des questions sur l'histoire de Hanouka, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.